Bonsoir à toutes et à tous, Saha Aïkoum, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Question d'actu revient ce soir sur l'actualité brûlante au Moyen-Orient. Depuis 1979, Téhéran et l'entité sioniste se font la guerre dans l'ombre, mais la nuit du 13 avril a changé la donne. L'Iran riposte à l'offensive israélienne et lance la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre l'entité sioniste. Je rappelle que l'attaque ou la riposte iranienne est une réponse à la frappe du 1er avril qui a détruit une annexe du consulat iranien à Damas et a coûté la vie à 7 membres des gardiens de la révolution. Le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu que la réaction de son pays serait plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël. Est-ce qu'un cap a été franchi suite à ces frappes? La salve des missiles et des drones tirés par l'Iran sur Israël ouvre-t-il la possibilité d'un affrontement plus massif entre ces deux puissances? Quelles seront les conséquences sur le plan régional et international? Alors que l'Iran et l'entité sioniste sont sous les feux des projecteurs, le sort des Palestiniens est toujours aussi incertain. Les bombardements israéliens se poursuivent. 46 personnes ont été tuées en 24 heures. À qui profite cette escalade? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Et nous avons le plaisir d'accueillir professeur Cherif Delis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'École supérieure de journalisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous, comme à l'accoutumée, Kamel Mansari. Bonsoir. Bonsoir. Consultant de la chaîne et directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant. Et nous avons avec nous en duplex depuis Oran, monsieur professeur Amar Benbarti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et professeur à la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran 2. Merci d'être avec nous ce soir, professeur. Merci. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir sur cette riposte du 13 avril avec Amel Bouarba. C'est une action militaire sans précédent qu'a menée dans la soirée de samedi à dimanche l'Iran contre l'entité sioniste. Elle intervient en réponse à l'attaque meurtrière sioniste ayant visé le 1er avril le consulat iranien en Syrie, faisant 7 morts. L'opération Promesse honnête a été menée avec succès et a atteint tous ses objectifs, a affirmé le chef des forces armées iraniennes, précisant qu'aucun centre urbain ou économique n'avait été visé par les drones et missiles iraniens. Il a souligné que les deux sites principalement ciblés avaient été le centre de renseignement qui a fourni aux sionistes les informations nécessaires à la frappe ayant détruit le consulat iranien à Damas, ainsi que la base aérienne de Novatim, d'où ont décollé les avions F-35 qui l'ont bombardé. La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que l'action militaire de son pays contre l'entité sioniste était basée sur l'article 51 de la charte de l'ONU relatif à la légitime défense. Selon cette même source, l'opération Promesse honnête pouvait être considérée comme conclue. Toutefois, si le régime sioniste commet une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus sévère. Et d'ajouter qu'il s'agit d'un conflit entre l'Iran et le régime sioniste voyou dont les États-Unis doivent se tenir à l'écart. La mission a ajouté que si le Conseil de sécurité des Nations Unies avait condamné l'agression sioniste contre les missions diplomatiques iraniennes à Damas et avait par la suite jugé ses auteurs, il n'aurait peut-être pas été nécessaire que l'Iran punisse l'agresseur, a souligné cette même source. Le corps des gardiens de la révolution iranienne a pour sa part averti que toute menace de la part des États-Unis et de l'entité sioniste recevrait une réponse réciproque et proportionnée de la part de l'Iran. Sur fond de crainte d'un embrasement régional, les États-Unis, alliés historiques de l'entité sioniste, ont annoncé l'envoi de troupes supplémentaires en renfort à l'armée d'occupation, assurant le Premier ministre sioniste d'un soutien inébranlable. Une carte blanche pour le criminel de guerre Netanyahou pour poursuivre le génocide contre le peuple palestinien et mettre à feu et à sang la bande de Gaza. Alors, comme je vous le disais, Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque sans précédent contre le territoire israélien, malgré les appels internationaux à la retenue dans une région déjà ébranlée par la guerre dans la bande de Gaza. Alors, c'est l'entité sioniste qui attaque d'abord, l'Iran qui riposte, et là on craint un embrasement. Est-ce que l'embrasement est réel aujourd'hui ? En fait, il est trop tôt pour le dire, dans la mesure où la riposte iranienne a été modérée, a été calculée. Et plusieurs indices le confortent. Les Iraniens ont promis de répondre, ils en ont averti pratiquement tous les pays concernés, ils ont même envoyé des messages par le biais de certains intermédiaires, le disant que cette attaque ne restera pas sans réponse. C'est le premier élément. D'un point de vue de la communication, il y a tout un travail qui a été fait. Deuxième élément, la nature de la réponse et la manière d'être opérée. Donc,
en ont informé, c'est-à-dire qu'ils ont donné, si vous voulez, un petit peu le temps aux Israéliens de se préparer, à leurs alliés plutôt. Les États-Unis étaient au courant, tout à les fait, chancelleries également. Tout à fait, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait un ombragement, en fait, et d'envoyer un petit peu tout un dispositif aérien sous forme de missiles et sous forme de drones, avec un laps de temps qui était très large, c'est entre 7 heures pour arriver. Donc, quelque part, contrairement à certains, peut-être certains seraient tentés de dire que c'est une pièce théâtrale, non, mais plutôt c'est une volonté de la part des Iraniens, de sauver la face même en interne, par rapport à l'opinion publique, mais aussi démontrer à la partie israélienne que l'Iran a une capacité de nuisance. Et troisième élément, de rassurer les alliés des États-Unis, à commencer par les Américains, que l'Iran ne chercherait pas l'escalade. C'est-à-dire qu'elle ne fait que répondre à une attaque, à une violation de son territoire, représenté par le consulat qui, selon la Convention de Vienne de relations diplomatiques de 1963, un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Donc elle se devait de répondre, mais c'est une réponse mesurée. Peut-être qu'on aura le temps de revenir, quelles sont les raisons. Oui, on va les détailler. Voilà. Alors, est-ce que c'était un avertissement aujourd'hui que l'Iran a voulu envoyer? C'était une réponse donc très modérée, très calculée. Tout le monde a été averti. Dans quel but? D'abord, les Iraniens ont voulu démontrer aux Israéliens que le temps de l'impunité est terminé. Ça fait 40 ans que l'Iran subit des agressions israéliennes, des frappes. Israël a profité de la guerre entre l'Iran et l'Irak pour justement bombarder le centrale nucléaire à Boucher à 2 reprises. Il y a eu énormément d'agressions contre des personnalités ou bien des infrastructures sur le sol même iranien. Bien sûr, des infrastructures iraniennes. On se rappelle les assassinats, certes, des scientifiques qui a eu lieu, qui ont été imputés au Mossad, et non seulement en Iran, mais également en Syrie. Des personnes étaient tuées. Donc il faut rappeler aussi que durant 40 ans, la confrontation a été d'un seul côté, c'est-à-dire que c'était toujours les Israéliens qui frappaient, qui exerçaient leur chantage, leurs agressions, sans qu'il y ait un retour. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle réalité, c'est-à-dire que les Iraniens imposent des règles de confrontation, il n'y a plus d'impunité d'un côté. C'est vrai que la géographie a joué un rôle important. Il faudrait préciser que la distance entre la première cible et l'endroit où ont été tirés, envoyés les drones ou les missiles sont à plus de 1300 km. Donc la géographie joue un tour. Et en plus, on traverse plusieurs pays, notamment la Jordanie, qui s'est plainte du fait qu'on viole son espace aérien. Donc il y a d'abord ça, sur le plan de militaire, il n'y a plus d'impunité pour Israël. La deuxième des choses, c'est la capacité de l'Iran de frapper et en plus d'imposer de nouvelles règles de jeu. C'est un changement stratégique important dans la région, du moment que maintenant, même si on parle d'un tir modéré, l'essentiel était justement de dire aux Israéliens, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez sans être punis. Donc c'est une nouveauté. L'attaque contre l'agression qui a fait 16 morts, 7 militaires plus les civils contre le consulat de Damas, était quelque chose qui a été dénoncé par tout le monde, donc pratiquement tous les pays qui respectent les conventions de Vienne. Voilà ce qui arrive et évidemment, ça a donné de la légitimité à la riposte iranienne. Donc nous sommes aujourd'hui dans le cas de quelqu'un d'un État qui est victime d'une agression ouverte et directe. Et de l'autre côté, il y a un point. Les Iraniens, ils ont décidé de riposter ouvertement. C'est vrai qu'ils ont informé tout le monde. Nous sommes en train de le faire, pas en cachette comme le fait Israélien, par des complots directs. On respecte les règles de la guerre, contrairement à Israël qui a assassiné des personnels qui avaient l'immunité diplomatique puisqu'ils étaient au sein d'un consulat. L'Iran maintenant le fait ouvertement et c'est ça qui pose des questions au sein de la société israélienne. Parce que la question de la sécurité en Israël est très très importante. Jusqu'à aujourd'hui, la menace provenait des Palestiniens, de Gaza, des opérations menées par les résistances à l'intérieur du territoire. Mais l'Iran a toujours été déclaré comme l'ennemi numéro 1 de l'entité sioniste, donc il a toujours été ciblé de tout temps.
Bien sûr, non seulement par l'Iran, par Israël, mais aussi par les États-Unis. Oui. Alors, professeur Benbarti, justement, on dit aujourd'hui que le risque d'embrasement est toujours possible, mais il reste faible au vu de la retenue aujourd'hui de l'Iran. L'Iran, comme vient de le dire Kamel Mansari, a souvent eu des attaques contre ses propres scientifiques sur son propre sol, mais cette fois-ci, l'attaque a été menée contre son consulat, qui est considéré comme un acte de guerre, a fait réagir Téhéran. Pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Iran a décidé de réagir maintenant ? Les Iraniens se sont préoccupés d'abord et avant tout, et il me semble que c'est l'élément le plus important qu'il faut relever, de tester la capacité de défense de l'État voyou, parce que c'est un État voyou, que constitue Israël. À partir de ce moment-là, tout le baratin qui nous a été servi par les pays occidentaux qui se mettent derrière l'entité sioniste est irrecevable dans la mesure où l'Iran est un pays qui a toujours respecté la légalité internationale. L'Iran est un État qui est issu d'une très très vieille civilisation. Et donc, il a apporté la preuve qu'en face de lui, le comportement de cet État, qu'on appelle entité sioniste, n'est rien d'autre que le comportement d'un voyou. Et donc, la première chose qui se fait, c'est de tester cette capacité de défense. Et nous avons bien vu qu'à partir du moment où il a fallu que le Royaume britannique, que la France, que les États-Unis et d'autres pays, malheureusement, de la région, tels que la Jordanie, ont servi de soutien à cette défense israélienne pour assurer une riposte, entre guillemets, aux envois de drones et de missiles iraniens, on s'est bien rendu compte que cet État n'était pas capable d'assurer sa propre défense. Et donc, je crois que la leçon qui est servie, du point de vue stratégique, est une très très belle leçon pour l'État sioniste et les voyous qui le dirigent, les psychopathes, les malades mentaux. C'est une question qui leur permet de leur dire « Vous êtes en deçà de ce qu'un État doit être et vous n'êtes même pas capable d'assurer votre défense puisque vous êtes obligé de faire appel à toute l'armada britannique, américaine, française. » Nous avons une coupure. On va reprendre avec vous, professeur Chifdis. Vous le disiez aussi, quand on s'est parlé avant, que c'était une civilisation quand même et que sa réponse était modérée, respecter les règles de la guerre, comme l'avait dit Kamel Mansari. D'où cette riposte modérée. Calculée. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est modérée, elle est calculée. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, comme ça a été dit par Kamel Mansari, c'est que les Iraniens ont fait en sorte d'être conformes aux normes internationales. C'est-à-dire que les règles d'engagement, les règles de riposte. C'est-à-dire qu'une riposte qui serait, même s'ils n'ont pas ciblé des civils, ils ont dit qu'ils vont cibler des objectifs militaires, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire deux bases aériennes. Oui. Et apparemment, il n'y a pas eu de mort, peut-être un blessé ou deux, il n'y a pas eu. On ne le saura pas forcément. Tout à fait. De toute façon, on n'a pas accès à l'information. Autre élément qui est fondamental, il y a un petit peu, si vous voulez, il y a la position de principe, c'est de répondre à une attaque, mais aussi un calcul stratégique, un calcul rationnel. Les Iraniens, on l'a toujours dit, ils ne veulent en aucun cas ouvrir un front, aller vers une escalade qui risquerait d'embraser toute la région. À travers cette attaque, ils ont voulu envoyer plusieurs messages, c'est-à-dire un message aux Israéliens de dire finalement, on va changer les règles de confrontation. On est aussi une puissance militaire, vous n'êtes pas la seule puissance militaire, donc il y a un petit peu l'équilibre par la terreur, il y a une certaine parité stratégique. Deuxième élément qui est très important, un message aux Américains pour leur dire que finalement, on n'est pas un État voyou, on est un État modéré, contrairement à ce qui est rapporté par-ci et par-là, et que, quelque part, les engagements qui ont été faits, notamment la reprise du dossier des négociations sur le nucléaire, et aussi un processus de normalisation avec l'Arabie saoudite. Donc, les Iraniens cherchent une certaine normalité de relations, un certain apaisement au niveau de la région qui lui permettrait de desserrer les taux et de sortir de l'embargo. Donc ils n'avaient pas intérêt à aller vers l'escalade de façon à s'aborder et à mettre en péril et compromettre tous les efforts qui ont été faits. Troisième élément qui est très important aussi, c'est à la population israélienne. C'est un message qui est très important. Là, la dimension psychologique, elle est très importante. Un message adressé aux dirigeants israéliens, notamment au cabinet qui est dirigé par 3 généraux
et un civil qui était un ancien militaire, de dire finalement, nous aussi, on est capable de frapper, mais de dire à la population israélienne qu'on ne vous cible pas. Donc la faute, c'est à votre gouvernement qui cherche l'escalade. Nous, on ne cherche pas l'escalade. Donc, les Iraniens ont essayé un petit peu de jouer un jeu d'échecs, c'est-à-dire que d'avancer des pions et d'essayer de ne pas aller vers une sorte de ne pas tomber dans le piège, hein, peut-être. Dans le piège, aussi tout à fait, dans le piège, parce Oui. qu'ils savent très très bien que la situation, elle est très compliquée. Tout embrasement risquerait de mettre en péril de leur sécurité nationale, mais aussi les intérêts de certains pays de la région, notamment les Occidentaux. Professeur Benbarti, vous êtes de retour, je vous laisse terminer votre idée. Professeur Benbarti, Ben, je suis là, je Oui. ne sais pas ce qui s'est passé. on a eu une coupure au niveau de notre studio. Je vous laisse Bref, reprendre. j'ai bien aimé l'expression du professeur Driss qui vient de parler de jeu d'échecs. Je rappelle Oui. au passage que les Iraniens sont les créateurs et les inventeurs des échecs. Ce sont eux qui ont inventé les échecs, c'est l'Empire perse. On les Et dit donc, d'ailleurs à partir très de ce stratèges. moment-là, ce que font les Iraniens, c'est de donner une leçon d'échec aux voyous qui dirigent l'État sioniste. Et donc, je partage tout à fait l'idée que vis-à-vis du peuple qui vit actuellement dans cette entité sioniste, les Iraniens ont été très sages et ont gardé la raison, de sorte qu'ils ont dit nous attaquons des cibles militaires. Mais cela n'empêche pas que si demain, effectivement, l'entité sioniste décide, parce qu'elle est habituée à ce genre de réaction depuis qu'elle existe, depuis 78 ans, si elle décide de frapper l'Iran, elle risque de tomber sur un os parce que l'Iran est beaucoup plus importante qu'Israël. Israël n'est rien d'autre qu'un bastion avancé de l'Occident. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et à partir de ce moment-là, l'Iran n'est pas en but seulement aux Israéliens, elle est en but avec les États-Unis à leur tête, bien sûr, et l'Occident tout entier. Donc, je pense que la leçon que vient d'administrer l'Iran, aussi bien à l'Occident qui le martyrise depuis que l'imam Khomeini a été installé dans ses fonctions, la leçon qu'ils administrent à l'Occident et qu'ils administrent aussi aux pays voisins de la région, parce qu'il ne faut pas oublier que les pays arabes ont joué un rôle tout à fait néfaste dans cette confrontation. Et à partir de ce moment-là, cette leçon administrée démontre parfaitement la capacité d'un État aussi puissant, sinon plus puissant, que ceux que l'on considère habituellement comme étant les puissances régionales. Et donc je pense que la balle, comme l'a si bien dit le président iranien, la balle est dans le camp de l'entité sioniste. Alors justement, depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du 7 octobre, l'entité sioniste a tout fait pour impliquer l'Iran dans cette guerre. C'est une volonté faite sciemment aujourd'hui d'attaquer l'Iran et d'internationaliser le conflit. C'est vrai qu'il y a une tentative de vouloir non pas impliquer les Iraniens, mais impliquer davantage les États-Unis, plus d'aide et plus de soutien financier et militaire, ce que l'on veut. C'est pour ça que la première réaction des Israéliens était justement de demander l'intervention. Voulaient souhaiter que les Américains s'engagent ou bien se défendent Israël. Certes, dans la nomenclature ou la rhétorique américaine, Israël, c'est l'enfant chéri des États-Unis. Donc on le défend et ça a été répété récemment. Mais il était en perte de soutien suite à ce qui se passait à Gaza. C'est pas une perte de soutien, mais justement c'est un réajustement stratégique opéré par les États-Unis en matière, lorsqu'il s'agit maintenant d'une force qui est super puissante. Ils n'ont pas affaire aujourd'hui à Hamas ni Ansarallah, mais un pays, un État, et qui a pratiquement deux armées. On a le bataillon Al-Quds, c'est le gardien de la Révolution. Ce sont eux qui ont été tout le temps ciblés parce que les gardiens de la Révolution, au bataillon Al-Quds précisément, c'est lui le bras armé des opérations à l'extérieur de l'Iran. Donc c'est un peu ça qui est recherché par les Israéliens, c'est d'aller pousser les États-Unis soit à leur fournir davantage d'aide, de financement. C'est pour ça qu'il y a une sorte de chantage. Les Américains ne veulent pas d'une confrontation et les Israéliens jouent au chantage. D'accord, si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Ils veulent que les États-Unis inscrivent sur la liste des organisations terroristes les gardiens de la Révolution. Il y a un peu ça, donc on joue un petit peu une condamnation unanime, plus de sanctions contre l'Iran, mais sur le plan militaire, ça sera très compliqué pour les Américains de s'engager dans une guerre
ou aussi ouvertes qui menaceraient aussi leur base militaire. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a que les États-Unis possèdent des bases militaires au Bahreïn, au Qatar, ou que ça sera facile pour eux. Le fait que d'interdire la circulation sur le détroit d'Ormuz, par exemple, ou encore une fois à Aden, ça va se compliquer. Et il y a un autre front qui est en train de se développer davantage, c'est celui de Hezbollah et du nord de sud du Liban. Ça, ce sont tous des paramètres qui rentrent en jeu, qui certes, sur le plan politique, sur le plan de politique interne, les Israéliens cherchent à impliquer les États-Unis, mais c'est une implication qui va être trop coûteuse. Les États-Unis aujourd'hui essayent de calmer. Ils veulent pas. Ils essayent de calmer. Parce qu'on a remarqué depuis le octobre qu'il y a vraiment une divergence entre le département d'État, le Pentagone et la Maison-Blanche. Il y a des contradictions que l'on a vues de la façon dont tient sa rhétorique Austin ou bien Blinken. Donc ils sont pro-israéliens, ils y vont à fond, contrairement à la Maison-Blanche qui essaie par tous les moyens. Il y a eu même des conflits entre Biden, des querelles sérieuses entre Biden et Netanyahou. Ceci, sur le terrain, c'est resté cloisonné sur Gaza. Maintenant qu'on y va que les Iraniens ont riposté, ça va être sincèrement, réellement et objectivement difficile pour les Israéliens de supporter une guerre. Sur le plan économique, elle coûte énormément, parce qu'il faut rappeler juste un détail, que le fait de riposter ou bien de contenir les missiles, ça a coûté 1,8 milliard de dollars aux Israéliens, contrairement aux Iraniens qui ont perdu 450 millions de dollars. Et en plus de ça, il faut rappeler aussi que ce qui a été expérimenté ou testé, ce n'est pas la technologie israélienne, mais américaine. Tout l'armada, c'est absolument... C'est ça qui est... Là. Et Barak l'a déclaré aujourd'hui que l'antisionisme n'était pas capable de tenir sur une guerre de longue durée, mais plutôt de courte durée, parce qu'elle n'a pas les capacités militaires de le tenir. Quand on entend les médias occidentaux, on parle de l'antisionnisme qui a redoré un peu son blason avec le dôme de fer, qui a fait face à tous ces drones. Mais finalement, il y avait l'aide aussi de ses alliés. Et sans l'aide de ses alliés qui ont détruit les drones et les missiles, l'antisionnisme ne pouvait pas le faire seul. Évidemment, c'est de notoriété publique que de dire que la défense, la sécurité d'Israël repose sur les États-Unis. Donc s'il n'y avait pas eu l'engagement militaire américain, toute l'aide accordée depuis le 7 octobre, les Britanniques et de la France les Britanniques, aussi, notamment américains, le déploiement de porte-avions, de toutes les frégates, des destroyers, l'envoi d'obus, de missiles et tout, Israël n'aurait pas pu tenir plus de 2 mois. Parce que dans la doctrine militaire israélienne, c'est ce qu'on appelle les guerres éclairs. C'est des guerres éclairs, des opérations qui durent 2 semaines, 3 semaines. La plus longue, me semble-t-il, c'est les 20 dernières années. C'était la guerre d'août contre le Hezbollah en 2006. En 2006. 32 jours. 32 jours, 35 jours, me semble-t-il, et ça leur a coûté. Ce qui nous amène à dire en fait que cette entité qui est très fragile en fin de compte, militairement elle est très fragile. C'est vrai que sur le plan technologique, Israël a réalisé des avancées très considérables, d'où le nom de la nation, de ce qu'on appelle la nation start-up. Ils ont réalisé des avancées en termes de la sécurité informatique, la technologie des logiciels, la cybersécurité. Mais sur le plan militaire, c'est une nation en armes. C'est-à-dire que toute la société, elle est militarisée. Donc, pour les femmes ou pour les hommes, la circonscription, elle est obligatoire. Oui, mais là, s'ils veulent aller vers une escalade, il faudrait qu'il y ait aussi l'ouverture des espaces aériens, il faudrait qu'il y ait des ravitaillements, il faudrait qu'il y ait davantage de ressources militaires. Israël ne peut pas le faire seul. Tout à fait. Dans ce sens, le débat au sein d'Israël, notamment dans l'établissement politico-militaire, c'est d'aller vers une riposte. Donc il y a un consensus quelque part à part l'opposition. Et j'ajouterai juste une information, qui est un sondage qui a été publié par l'université hébraïque. Les résultats ont confirmé que 70% des Israéliens sont contre une riposte contre l'Iran. Maintenant, contre une riposte, si elle remet en cause l'alliance sécuritaire entre les États-Unis et parce que c'est ça le but du sondage. Mais ils sont pour la guerre. Non, 74% sont contre. Contre 74%. Si elle remet en cause. Tout à fait. Voilà. Par contre, 52% sont. Le problème qui se pose maintenant, c'est que maintenant il y a une ligne rouge qui a été dépassée, qui a été franchie, le Rubicon a été franchi.
Les Israéliens s'estiment, notamment le cabinet de guerre et certains partis de l'extrême droite, certains leaders, de dire que il y va de l'honneur de l'État d'Israël de riposter, de frapper le territoire. Notre territoire a été frappé depuis 1991. Les derniers missiles envoyés en Israël, c'était les Scouds à l'époque de l'Irak de Saddam Hussein. Maintenant, il y a une question d'orgueil pour beaucoup d'Israéliens. La question qui se pose maintenant, quel type de riposte? Absolument. Allons-nous vers une riposte qui déboucherait sur une escalade régionale? Auquel cas, Israël aura-t-elle les moyens de faire face? Il y aura une dispersion des efforts. Ils vont ouvrir plusieurs fronts. Oui. C'est que le problème qui risque de se poser, il est le suivant. Israël va ouvrir un front contre l'Iran. Elle va aller vers une stratégie de management de la guerre par l'escalade, mais elle n'a pas les moyens. Elle va compter sur l'appui des États-Unis, la technologie militaire, sur la supériorité aérienne. Ils ont des F-35, des F-22, des missiles Tomahawk et tout, mais cela ne suffit pas dans la mesure où l'Iran, elle peut combattre d'un seul front, par contre, l'Israël, elle peut combattre d'un seul front, par contre, l'Iran, depuis 4 fronts. L'Irak, la Syrie, Le Hezbollah, le Hezbollah et le Yémen. À cela s'ajoute un élément très important, une capacité de nuisance. Elle n'est pas uniquement militaire, elle est aussi économique. Absolument. L'Iran a les dont l'Iran dispose aujourd'hui. Elle a les capacités un petit peu d'étrangler le commerce international, parce que 20% du pétrole mondial passe par l'Iran. Et ce qui complique l'équation, si vous permettez d'insister sur ce point, c'est qu'actuellement, l'économie mondiale, elle est mondialisée. Donc, une interruption, ce qu'on appelle des approvisionnements en pétrole et en gaz en GNL, va avoir un impact sur la chaîne des approvisionnements, va avoir un impact sur l'économie mondiale. Le premier touché, ça sera la Chine, l'usine mondiale. C'est-à-dire que le gaz et le pétrole, c'est des intrants dans l'industrie mondiale sur pratiquement tous les plans. Donc il y a un petit peu une marge de manœuvre de la part de l'Iran. Elle a d'autres moyens de pression. D'autres leviers de pression. Et c'est justement ces leviers-là qui incitent les pays occidentaux, notamment les États-Unis, à réfléchir à 2 fois, à faire des pressions. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la visite du ministre des Affaires étrangères David Cameron et Annalena Baerbock de l'Allemagne, qui ont tout fait pour envoyer un message au gouvernement israélien de dire qu'une riposte, une escalade militaire serait contre-productive, elle risquerait d'embraser la région. Oui. Alors, professeur Benporti, justement, on a toujours dit que l'Iran possédait un armement militaire important et aujourd'hui, d'autres analystes disent qu'en termes d'aviation militaire, ils ne feront pas le poids devant l'entité sioniste et ses alliés, mais Téhéran possède justement d'autres moyens de pression économique cette fois-ci. Oui, bien sûr que l'Iran possède des moyens économiques que ne possède pas cet État voyou, cette entité voyou, mais j'aimerais juste rectifier certaines choses. On a l'impression que l'armée israélienne a une technologie, etc. Moi, j'aimerais bien, mais pendant les 6 mois qui se sont écoulés, des petits groupuscules de Hamas lui ont démontré le contraire, avec tous les moyens fabuleux qu'ils présentent, les blindés, les Merkava, les avions, les bombardements, oui, c'est-à-dire qu'ils sont sortis sans aucun résultat après 6 mois de guerre. Pour remettre en cause toute cette soi-disant puissance technologique israélienne. Donc il ne faut pas aussi se gargariser de mots et considérer qu'on a affaire à une armée puissante, etc. Ce n'est rien du tout. Le peuple israélien, c'est un peuple de soldats lâches et couards. Il ne faut pas négliger de le dire. À partir de ce moment-là, je pense que les Iraniens sont en mesure de les battre à plate couture. Et donc, à tout point de vue, que ce soit au plan économique, comme ça a été rappelé, ou que ce soit au plan sécuritaire, ou que ce soit... Mais essayer de donner à cette entité des moyens qu'elle n'a pas, ou une image qui n'est pas la sienne, je crois que c'est un peu trop lui faire la part belle. Donc, il n'y a pas lieu alors, quel genre de riposte pensez-vous que l'entité sioniste donnera? Est-ce que ce sera une riposte directe sur le sol iranien? Ou alors elle s'attaquera sur... Elle n'en est pas capable. Si riposte il y aura, ce sera une riposte de l'Occident, des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une riposte israélienne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils prétendent avoir des bombes nucléaires. S'ils sont capables d'envoyer des bombes nucléaires, ils n'ont qu'à le faire. Mais à ce moment-là, la riposte
iranienne sera d'autant plus dangereuse parce qu'elle peut détruire Israël en l'espace de quelques heures. Tandis qu'avec combien de bombes ils peuvent envoyer sur l'Iran, l'Iran, c'est quand même plusieurs fois la dimension de l'État d'Israël. Donc il faut être objectif, c'est tout. Il suffit de regarder une carte. Oui, quand on parle d'antisionisme, bien sûr, on parle toujours de ses alliés et de la superpuissance qu'elle a avec les États-Unis, les Britanniques, la France. Alors, quel genre de riposte il faut s'attendre? Direct, donc réponse verticale, horizontale, en s'attaquant au Hezbollah directement? Il faut rappeler juste une ou les chose infrastructures qui est une nucléaires de l'Iran. Oui, non. Les deux pays ont des potentialités militaires. Oui. Chacun peut éventuellement, c'est-à-dire être nuisible. Mais la nuisance d'Israël n'est pas israélienne à 100%, elle est américaine. Il faudrait se rappeler que dès le 8 octobre, c'est s'est produit, il y avait un choc et que c'était les États-Unis ont découvert que ça a été même affirmé par des experts américains de la NSA qui avaient dit que voilà ce qui nous est arrivé avec le Hamas, ou bien la résistance palestinienne. Imaginons que ce soit un pays comme la Chine qui aurait détourné ou bien dépassé la technologie américaine, parce que toute la protection que possède Israël, militaire et technologique, elle est à 100% américaine. Donc il ne faut pas. Donc ça, c'est une réalité. Hein, Autre chose, c'est le parapluie. Ce qui s'est passé le 13 avril, c'est que celui qui a riposté, les drones ne sont pas tous arrivés en Israël, donc dans le territoire. Donc d'autres ont été interceptés sur le territoire en Jordanie ou bien en Irak et tout. Donc les Iraniens ont eu l'intelligence de tester d'abord le dôme ou bien les boucliers antimissiles qui se trouvent dans la région. Ils ont même réussi à les localiser. Et c'était la deuxième valse qui était des missiles. Donc, en plus, rappelons qu'il s'agit de 1300 km. Oui. Donc, on peut les intercepter, y compris par des applications comme Flight Radar. Donc, c'est très facile de les... C'est pour ça que j'ai dit au départ, ils l'ont fait ouvertement. Oui. Donc, ils savent ce qu'ils font. Il y avait une première salve de drones suivie des missiles. Ça, c'est une réalité. La deuxième des choses maintenant, est-ce que les Israéliens sont capables de faire la même chose, d'envoyer autant de missiles pour menacer sans courir le risque de se retrouver face à 4 fronts qui vont... Il y a la riposte du Hezbollah qui pourrait... Non, déjà on s'attend, même en Israël, que seul le Hezbollah seul peut faire beaucoup de mal et il a les moyens de détruire autant de villes que d'infrastructures, il les possède. Oui. Les capacités militaires de Hezbollah ne sont pas ceux de 2006, mais ils sont 10 fois plus développés et plus précis. Et on voit au jour le jour. Modérément jusqu'à présent. On voit le jour le jour. Ce qui s'est produit hier lorsqu'ils ont attaqué la base qui se trouve à Kafar Shaba, dans le nord-est de Liban, enfin de la Palestine occupée, on voit comment les Israéliens étaient totalement choqués ils ont dit que c'est le plus grave incident qui s'est produit dans la confrontation entre Israël et le Hezbollah. Donc on voit déjà le mouvement Hezbollah est capable d'anéantir ou bien de faire trop de mal, d'être aussi nuisible en capacité militaire contre Israël. Maintenant, les Israéliens, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire de la surenchère. Mais la surenchère est de dire qu'ils vont riposter. Les Israéliens, pour riposter tel que l'ont fait les Iraniens, c'est difficile et impossible. Je ne vais pas dire impossible, dans la géopolitique, rien n'est impossible. Par contre, ce qui est certain, c'est que de l'autre côté, il y a les moyens de riposte encore plus puissants et plus dévastateurs. Donc l'Iran a ses moyens. Le calcul qui doit être fait, est-ce qu'ils vont frapper en Iran, ce qui est risqué, donc ça va créer une autre riposte, en Irak, en Syrie, au Liban. Faut s'attendre c'est vrai. Mais riposter et puis quoi encore? Qu'est-ce qui va se produire après? C'est ça le calcul qui est posé. C'est ça qui est au sein même de la nomenclature militaire israélienne. À qui profite cette escalade finalement? En fait, juste pour rebondir sur ce qui a été dit par Kamel, avant c'est des éléments très intéressants. Il y a un élément qu'il faudrait le rappeler, c'est que depuis 1973, Israël n'a pas mené des guerres symétriques. C'est-à-dire depuis 1973, il y a eu la normalisation avec l'Égypte, les années 90, les accords d'Oslo. Puis il y a eu, laissons de côté l'épisode de 82, Sabra et Shatila.
l'armée israélienne n'a pas combattu une armée régulière, c'est-à-dire des guerres d'un État contre un État. Donc c'est la première fois depuis 1973 où elle aura affaire, dans le cas où elle s'ajarderait à aller vers une escalade, donc elle aura affaire à un État qui est militairement très important et très développé. Donc très développé, bien sûr, moins l'arme nucléaire. Donc là, c'est une inconnue, ou plutôt c'est une variable qui risquerait de compliquer un peu les choses et qui amènerait beaucoup, qui inciterait beaucoup de gouvernements occidentaux, même à l'intérieur d'Israël, à penser à deux fois avant de lancer vers l'escalade. Parce que s'attaquer à l'Iran, ce n'est pas aller bombarder le réacteur nucléaire d'Irak en 1981, ce n'est pas aller bombarder le Liban, ce n'est pas aller bombarder occasionnellement la Syrie. On a affaire à une entité qui est très structurée, qui a une technologie militaire, qui a des capacités militaires, et par-dessus le marché, qui a des capacités de nuisance à travers les fronts dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, maintenant... alors on veut calmer d'un côté, mais on parle aussi de sanctions économiques encore contre l'Iran. Il y a une réunion aujourd'hui, me semble-t-il, du G7. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais le secrétaire de Trésor américain, Janet Yellen, qui a parlé de sanctions économiques et sanctions financières. Donc les Occidentaux seraient partisans de sanctions plus musclées, c'est-à-dire d'éviter un durcissement des sanctions, d'éviter toute action militaire. Ou si action militaire il y a, cette action doit être, entre guillemets, pondérée, selon leur jargon. Alors que c'est l'entité sioniste qui a attaqué en premier. Bien sûr, maintenant on est en train de changer la rhétorique, même dans les médias. On voit comment, lorsqu'Israël au départ, qu'est-ce qu'elle avait dit? Que 99% des missiles ont été neutralisés. Donc si 90 missiles, pourquoi le lendemain, Ma'arif titre que c'est un échec stratégique? Ça a été une humiliation stratégique, titrait le quotidien Ma'arif. Donc nous sommes face à un double langage qui aujourd'hui, d'un côté, ça a été un échec selon la rhétorique israélienne, de l'autre côté, on veut riposter. Donc, ce qui fait que c'est vrai que les cibles militaires visées, notamment la base de Nevarim, a été touchée par les missiles iraniens. Donc aujourd'hui aussi, même si on va vers des sanctions, déjà l'Iran est sous sanction, sous embargo de sanctions depuis la loi d'Amato en 88, qui est à chaque fois durcie par les différents sénateurs au Congrès. Là aussi, il y a une autre demande. Ça, en plus de l'action de sanctions, on voudrait que considérer de transformer ou bien de lister les gardiens de la révolution comme étant une organisation terroriste. Et là, ça va être quoi? Ça va être des sanctions financières, des sanctions militaires, et ça deviendra une cible. Donc c'est à cela, mais ça va être très compliqué. On nourrit un peu encore. Ça va être très compliqué d'aller vers le fait de faire le gardien de la révolution comme étant une organisation terroriste. Ça sera très difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de la riposte, elle suscite énormément d'interrogations, énormément de calculs, et surtout sur les implications et des retombées sur le plan politique, stratégique et économique, si demain, une riposte qui ne va pas être une simple riposte, mais ça sera une confrontation ouverte. Là, juste, si vous permettez... Rapidement, pour donner la parole à professeur Benbarti. Qui pèse, à mon sens, un autre facteur qui pèse, c'est qu'actuellement, ce que craignent les Occidentaux, en fait, c'est l'ouverture d'un front. Déjà, il y a un front qui est ouvert, c'est l'Ukraine. Donc, ils ne voudraient pas, déjà, l'Ukraine, elle absorbe beaucoup d'énergie. Le Congrès, je crois que s'apprête à voter l'aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine, et voire même à Israël. Donc, ce que redoutent les Occidentaux, les Américains en premier, c'est cette dispersion des efforts. Déjà, il y a le front ukrainien qui se complique de plus en plus, où les Ukrainiens ne réalisent pas des avancées face au succès de l'armée russe. Donc, ouvrir un front avec l'Iran, avec toutes les conséquences sur la région, parce que la région d'Europe, elle est stratégique, certes, mais le Moyen-Orient, il est encore plus, ne serait-ce qu'avec les interconnexions avec l'Asie et les autres continents. Donc, je crois, à mon sens, et peut-être je me trompe, c'est que les Occidentaux feront tout pour qu'Israël, si elle doit aller vers une réponse, cette réponse ne serait pas une réponse où vraiment elle bouleverserait la région, où elle compromettrait leurs desseins et leurs calculs stratégiques. Professeur Benbarti, alors justement, pendant qu'on a les yeux rivés sur cette tension au Moyen-Orient entre Téhéran et l'entité sioniste,
l'entité sioniste continue de bombarder Gaza. Est-ce que ça ne détourne pas un peu le regard de ce qui se passe en Palestine? Oui, ça c'est très important, mais c'est aussi un peu ce qui est recherché. Mais ce sont deux choses différentes. Oui. Ce qui se passe avec la Palestine et ce qui se passe avec l'Iran sont deux choses radicalement différentes. Il faut bien le comprendre. Ça leur permet de continuer de massacrer autant qu'ils peuvent le peuple palestinien. Et ça fait plus de 6 mois que ça dure, avec l'assentiment de l'Occident, dont on vient de dire à l'instant que l'Occident ne veut pas ceci, cela. L'Occident, il est en train de perdre sa place de facteur dominant à l'échelle de la planète. C'est ça qu'il faut retenir. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas d'état d'âme. Il va tout faire pour maintenir ses intérêts stratégiques au niveau du Proche-Orient, parce que jusqu'à présent, au Proche-Orient, la seule puissance qui dominait, c'était les États-Unis. Il faut garder ça présent à l'esprit. Or, il y a la Fédération de Russie qui vient de donner la leçon qu'elle a donnée à l'OTAN et donc à l'Occident en Ukraine. Et il y a la Chine qui va déclencher dans pas longtemps son invasion de Taïwan. Donc à partir de ce moment-là, l'Occident perd tous ses repères. Et donc ça ne sert plus à rien aujourd'hui de continuer à dire l'Occident est en train d'essayer de... Quant aux sanctions, nous avons bien eu la preuve que les sanctions n'ont abouti qu'à l'effet contraire. Les sanctions de l'Occident vis-à-vis de la Fédération de Russie, on a bien vu ce que ça a donné. Donc tout ça, il faut bien que ces pays occidentaux aient quelque chose à dire. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont strictement plus rien à dire. Ils perdent la face en Afrique, ils sont en train de la perdre dans le Proche-Orient, ils la perdent en Europe. À partir de ce moment-là, bien sûr qu'ils vont se battre avec la frénésie de la bête blessée et ils feront tout, sauf c'est là que ça peut être dangereux. Tout le reste, c'est du baratin. Ce qui peut être dangereux, c'est que justement, poussés dans ces derniers retranchements, ils soient capables de pousser Israël à utiliser. Qu'est-ce qui pourrait arrêter justement cette frénésie? Vous dites qu'il y a des fanatiques aujourd'hui qui sont à la tête de l'entité sioniste. Oui. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Des malades. À la tête de l'entité sioniste, les Ben Frère et compagnie, tout ça, ce sont des psychopathes, ce sont des nazis, il ne faut pas l'oublier. Je rappelle aussi au passage que, si des gens l'ont oublié, la SAVAK, qui était la police du Shah d'Iran avant l'arrivée de Khomeini, a été montée par les Israéliens. Donc il ne faut pas croire que les choses apparaissent comme ça spontanément. Il y a une histoire, il y a un process, et ce process, il est en train de démontrer depuis une 60aine d'années que justement l'Occident est en perte de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces psychopathes qui dirigent l'entité sioniste? Ils vont bien entendu tout faire pour essayer de se rattraper vis-à-vis de leur propre opinion, parce qu'Israël est en train d'être déserté par la population. Et les Palestiniens ont donné une leçon à cette entité. Donc à partir de ce moment-là, vous comprendrez aisément que l'Iran n'a rien à craindre de ces pays-là. Oui. Alors en attendant, l'entité sioniste quand même continue de commettre ce génocide à Gaza. Ça ne s'est toujours pas arrêté, les bombardements se poursuivent. Cela détourne le regard de ce qui se passe en Palestine? Pas vraiment, parce que demain, ce soir, donc, il y a le Conseil de sécurité qui va se réunir en décalage horaire. Donc demain, le Conseil de sécurité va se réunir pour se prononcer sur, et l'Assemblée générale de l'ONU aussi, pour se prononcer sur l'adhésion de la Palestine. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Donc une fois qu'elle devient membre à part entière, là, ça devient une autre histoire. Donc nous serons dans un problème légal qui va s'imposer aux yeux de la communauté internationale. Nous allons avoir affaire d'un État qui est agressé. Donc la question va changer. Aujourd'hui, on a l'autorité palestinienne, mais en tant qu'État membre des Nations Unies, ça ouvre droit à des obligations et surtout à la protection de la Charte de l'ONU. Il y a plus de 137 États qui reconnaissent la Palestine. Il y a aujourd'hui, quand même, parce que l'Europe est divisée aujourd'hui sur la question palestinienne. Nous voyons que l'Espagne, qui a créé une sorte d'alliance conduite avec l'Irlande et la Pologne pour justement pousser tous ces pays-là sont en train de faire du chantage, faire de pression sur la Commission européenne pour qu'elle reconnaisse l'État palestinien. Donc il y a cette dimension diplomatique qui s'opère depuis l'agression israélienne contre Gaza. Sur le plan, sur le terrain, on voit que les Israéliens ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'ont toujours fait, donc depuis le 8 octobre. Donc le massacre des Palestiniens, des civils, ça a été leur jeu et leur seule riposte. Ils n'ont pas réussi à justement aboutir à leurs 3 principaux objectifs qui étaient
anéantir le Hamas, la résistance, récupérer les otages et justement créer une zone de sécurité. Une zone tampon, dans un tampon, ils ne sont pas arrivés vers ça. Donc aujourd'hui, on voit même il y a une défiance des populations palestiniennes qui reviennent au nord. C'est pour ça qu'il y a eu... de revenir au nord. Ils reviennent, non. Le massacre qui a eu lieu à Beit Hanoun, elle est au nord, nord-est. Donc les Palestiniens reviennent et ils sont attachés à leur terre. Et c'est ça qui rend un petit peu les Israéliens furieux, le fait de voir que leurs menaces et leurs appels à ce que les Palestiniens évacuent, parce que l'objectif des Israéliens, c'est de réoccuper Gaza en chassant les Palestiniens vers le désert du Negev. Donc c'est ce qui est recherché. Mais les Palestiniens, en dépit du fait qu'ils sont menacés par les drones, par les bombardements au quotidien, défient l'occupant israélien, sioniste, et retournent chez eux. Donc il y a non seulement la résistance, armée, il y a aussi la résistance populaire. Et c'est ça qui un petit peu a fait capoter tous les plans des Israéliens. Alors je rappelle que des bombardements israéliens ont visé hier la bande de Gaza, en particulier la ville de Khan Younes, où 15 personnes, parmi lesquelles des enfants, ont été tuées, ce qui a fait un total de 45 à Beit 46 morts en 24 heures, oui. Et le total des décès s'élève, ou des tués s'élève à 33 843 personnes et 76 575 blessés. Et encore, on dit que les chiffres sont sous-estimés. Aujourd'hui, l'ONU a indiqué qu'il faudrait des millions de dollars et plusieurs années pour décontaminer la bande de Gaza des munitions et des engins non explosés, parce les enquêteurs de l'ONU ont trouvé des bombes dans les écoles dans la bande de Gaza. Comment revenir sur cette terre après on parle de la résistance des Palestiniens aujourd'hui, mais on a tout détruit. Déjà, 2-3 mois... Quel sort pour les Palestiniens. En 2-3 mois de bombardement, on parlait de quelque chose de 50 000 tonnes de bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza. Oui. Ce qui est énorme en soi. C'est-à-dire que l'ampleur des destructions, l'ampleur des missiles, l'ampleur des débris... Ça dépasse Hiroshima, oui. Oui, ça dépasse. C'est-à-dire qu'on parle des premières estimations de quelques 3-5 ans pour... déblayer et tout, la reconstruction prendra des années. Donc le coût de la reconstruction sera énorme, et ce qui est encore plus grave et plus énorme de tout ça, c'est le coût humain. Et jusqu'à présent, c'est qu'il faudrait quelque part mais plutôt les corps qui sont ensevelis sous les décombres. 33 000 ou 34 000 morts, c'est comme vous l'avez si bien dit. C'est en deçà de la réalité. C'est en deçà, on parle de même plus, on parle des blessés. On parle de 60, voilà, on parle des blessés. Sous les décombres, on parle des blessés, on parle des orphelins, des enfants orphelins, des enfants mutilés. Donc là, c'est un peu... On parle de famine et puis le manque d'eau avec l'été qui arrive et les chaleurs. Et il est clair maintenant, la reconstruction de Gaza, maintenant, on ne sait pas quelle configuration va être après la guerre. Évidemment, c'est que les Israéliens feront tout pour que toute solution, toute configuration ne sera pas faite sans qu'ils soient consultés. Il n'y a toujours pas d'accord sur un cessez-le-feu. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'après-Gaza. Le cabinet israélien d'Orman Netanyahu refuse de parler de l'après-Gaza. Donc tous les appels au cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'ils sont balayés d'un revers de main. Donc il est clair maintenant qu'on ne sait pas quand est-ce que la guerre va se terminer. Est-ce qu'elle va se terminer dans 2 mois, 3 mois? Les Américains, l'administration Biden, elle presse, elle fait tout pour que la guerre ne perdure pas, pour ne pas chahuter la campagne électorale, parce que l'administration, le camp Biden, n'a pas intérêt à ce que la question palestinienne s'invite dans la campagne électorale. Déjà, au sein de son propre camp, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des oppositions. Donc, si la politique étrangère, la question palestinienne s'invite comme thématique principale et thématique mobilisatrice, il est clair que cela portera un coup fatal, bien sûr, toute proportion gardée, sans préjuger des résultats qui vont s'avérer, qui vont apparaître. Mais toujours est-il que la reconstruction de Gaza sera l'un des grands chantiers pour la communauté internationale. Quand on connaîtra son sort. Alors, vraiment, la dernière mot pour terminer sur ce qui se passe à Gaza. Non, il faudrait aussi parler des dégâts subis par les Israéliens. Attention, il y a énormément de morts. On a 24 000 de soldats qui souffrent de troubles psychologiques. On a des chiffres qui parlent aujourd'hui de 50 soldats qui se suicident. Il y a une crainte énorme des populations qui refusent de revenir au nord d'Israël. Et aussi, il y a les pertes économiques. C'est une faillite totale pour Israël,
qu'il faut rappeler est une caserne à ciel ouvert. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la question de la sécurité est cruciale pour les Israéliens. Un Israélien, ce qu'il cherche d'abord, parce que d'abord c'est un soldat par vocation, il cherche d'abord le confort et la sécurité. Il n'a ni l'un ni l'autre. Oui. Alors on rappellera pour finir que l'Algérie a encore une fois porté la voix du peuple palestinien lors des discussions pour l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU. C'est demain que la décision devra être prise. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous professeur Benberti d'avoir été en direct avec nous depuis Oran, professeur Chef Driss et Kamel Mansari. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci à Halim Yaïch, le rédacteur en chef de l'émission Questions d'actu, à notre cher réalisateur Hassan, à toute l'équipe de la Régie 3 et également bien sûr à notre Amina, notre script de l'émission depuis de nombreuses années maintenant. Merci à tout le monde, merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie.